Et nous allons maintenant nous intéresser à la robotique avec Jean-Paul Lomont, qui est donc roboticien, chercheur au CNRS et au LAAS à Toulouse. Le titre de votre présentation, Jean-Paul Lomont, un robot, comment ça marche? Voilà. Alors dans cette première image de présentation, vous avez vu que j'ai mis un robot, puis j'ai mis l'image d'un homme, parce que j'ai envie de vous retourner la question, c'est comment vous marchez. Un homme, comment ça marche? Alors habituellement, on sait que pour marcher, la méthode la plus simple, c'est quand même de mettre un pied devant l'autre et puis de recommencer comme ça. Et puis ça marche. Mais en fait, on ne comprend rien. Et maintenant, dites-vous qu'on va fabriquer une machine comme ça, donc qui ressemble à un homme, et que vous devez faire marcher. Ben, c'est là où votre ignorance va se révéler. C'est-à-dire vous ne savez pas en fait comment vous marchez. Alors je reviendrai un petit peu là-dessus peut-être, mais d'abord je vais vous présenter ce que c'est qu'un robot humanoïde. Bon, ben, c'est un objet technique qui est une machine, et une machine, on sait depuis Aristote que c'est quelque chose qui transmet du mouvement. Donc un robot, c'est une machine qui bouge, et avec les nouvelles technologies de l'électronique et tout, on a pu répartir la répartition d'énergie au niveau des différents moteurs. Il suffit d'avoir simplement une batterie, puis on a plein de moteurs aux différentes articulations. Et là, on a suspendu le robot donc HRP2 sur lequel on travaille à Toulouse, qui est un robot de technologie japonaise, pour vous montrer un petit peu ces différents degrés de liberté. Bien. Alors maintenant, je voudrais vous montrer ces deux images du robot. Et vous dire quelle différence vous voyez entre ces deux images. C'est le même robot et tout, mais ce qui apparaît clairement, c'est qu'à gauche, le robot, il peut être à l'arrêt. Il est stable là, sur ses deux pieds. Il ne bouge pas, il peut ne pas bouger. À droite, c'est pas possible ça. À droite, vous sentez bien que le robot est en train de faire quelque chose. Le robot est en mouvement. Ici, on ne sait pas s'il est en mouvement. Il pourrait être, voilà, je fiche comme ça, c'est bon. Je suis incapable de prendre cette posture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va parler de deux points fondamentaux qui sont, bon, si vous voulez être bien stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de gravité qui vous appartient en propre, eh bien, se projette sur le polygone de sustentation. Ici, vous avez le centre de gravité qui ne se projette pas sur le polygone de sustentation. Donc là, on a la garantie de pas tomber. Alors finalement, on va essayer de mettre en place une méthode de marche qui consiste à garantir qu'à chaque fois, le centre de gravité est au-dessus du polygone de sustentation. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je vais le faire là. Vous voyez, donc mon centre de gravité, il est au milieu de mes deux pieds là. J'utilise mes moteurs pour changer de forme, donc déplacer mon centre de gravité. Ça y est, maintenant mon centre de gravité, je l'ai mis au-dessus du pied droit. Finalement, le pied gauche, il ne me sert à rien. Donc qu'est-ce que je vais en profiter pour le mettre devant l'autre. Vous voyez, là, je suis parfaitement stable et je mets le pied devant l'autre. Et puis là, maintenant, ça y est, j'ai un polygone de sustentation qui est plus large et je vais bouger mon corps pour transférer mon centre de gravité sur le pied gauche. Voilà. Et c'est bien comme je l'avais annoncé, je vais recommencer. D'accord? Comme ça. Et je progresse. Est-ce que c'est comme ça qu'on marche? Non. Non. Mais on pourrait déjà faire un robot humanoïde qui marche comme ça. Ça serait pas très joli, mais quand je marche, c'est pas ce qui se passe. Alors quand je marche, il y a un deuxième point fondamental, qui est le point vert ici, et qui est le centre de pression que vous exercez sur le sol quand vous bougez. Alors il vous suffit de vous mettre debout, et puis vous sentez bien que vous avez une pression qui s'exerce sur les pieds, sous les pieds. Donc il y a ce point-là. Quand vous êtes parfaitement immobile, les deux points s'identifient, mais quand vous êtes au mouvement, ils ne sont pas là.
Et alors, mathématiquement, bon, ben, il faut faire un petit peu de mécanique, hein, il faut faire un petit peu de physique. Il y a une relation donc, entre ces deux points, le point vert et le point rouge. Le problème, c'est que c'est une relation qui utilise des équations différentielles très difficiles à résoudre. On n'arrive pas à établir le lien et surtout à calculer la relation parce que, de fait, ce point, il existe, mais vous ne savez pas, le point vert, il existe, mais vous ne savez pas le contrôler. Le seul que vous savez contrôler, c'est le point rouge. Parce que le point rouge, il est directement en relation avec votre forme, avec la forme de votre corps. Vous voyez, je vais bouger, on sent bien que si je fais ça, j'amène ce fameux point rouge vers l'avant, si je fais ça, je l'amène vers l'arrière, mais ce point-là, j'ai du mal à le contrôler directement. Je vais le contrôler indirectement à travers le point rouge. Alors, ce qu'on fait, donc il y a une relation entre les deux, et ce qu'on fait, finalement, on va dire qu'une des conditions de l'équilibre, c'est que le point bleu soit toujours au-dessus du polygone de sustentation. Très bien. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer en avance quelques pas, 2 ou 3. On va dire, je vais mettre le pied là, puis là, puis là. Et puis, on va dire que le point... alors ce qu'on appelle le ZMP, c'est le centre de pression, on va planifier à l'avance pour qu'il reste là-dedans. Donc ça, c'est une prédiction sur le futur. Si on parvient à faire ça, on a la garantie que le robot sera parfaitement stable. Bon, mais maintenant, il faut revenir au point rouge à travers une équation qui est difficile à résoudre. Alors, ce qu'a fait notre collègue Kajita, qui est un roboticien japonais, il a dit, bon, c'est très difficile à faire, mais si on suppose que le centre de gravité reste sur un plan horizontal, à ce moment-là, la relation devient parfaitement linéaire, on sait la résoudre. C'est facile, on sait faire. Et alors à ce moment-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule en avance cette trajectoire-là, et on peut calculer la trajectoire du centre de masse, et là, ça y est, on a gagné. Voilà ce que ça donne. Donc voilà un robot humanoïde qui marche, hein, et vous sentez bien qu'il ne marche pas de manière quasi statique, hein, il marche en utilisant cette méthode. Alors après, on peut s'amuser avec d'autres petits robots, qui celui-là, même, il court. Hein, vous voyez, donc il arrive même à sauter sur place. Donc ça, en gros, on sait faire. Parmi les résultats les plus spectaculaires, vous en avez bien sûr entendu parler, ce sont toutes les vidéos de Boston Dynamics. Et ce robot-là, qui est le robot Atlas, voilà, marche aussi en utilisant ce type de technique. Bon, j'ai montré des Japonais, j'ai montré des Américains, il n'y a pas de raison. En France, on n'est aussi pas mauvais. Et là, ce qu'on a fait, par exemple, en 2007, c'est de faire marcher un robot humanoïde, donc la marche, mais en même temps, en lui faisant manipuler une haltère qui n'est pas très lourde, mais elle est très encombrante. Et en particulier, il va falloir éviter les obstacles, vous voyez, comme ici. Donc il est capable à la fois de marcher et de manipuler. Et puis on a été jusqu'à... mon laboratoire est à Toulouse. Toulouse, c'est la ville rose. On l'a fait passer à travers un mur donc de briques, c'est-à-dire que là, vous voyez, le robot marche, mais ce n'est plus tout à fait une marche complètement naturelle. Là, on a planifié sa marche en avance. Et là, je dois dire qu'on utilise des concepts qui sont absolument liés à l'exposé qu'a fait Emmanuel Trella, mais pris dans un sens complètement inverse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les bassins d'attraction, c'est-à-dire on ne veut pas que le robot sorte des domaines de stabilité. Donc ça, retenez ça entre deux exposés. Là, il y a une correspondance qui est sur les outils qui sont utilisés, ce sont exactement les mêmes. Là, vous avez le robot qui passe là, simplement l'opérateur qui est derrière, enfin mon collègue Olivier Stas, lui, ne peut pas passer, donc on a fait ce petit truc. Alors pourquoi il est derrière? Tout marche bien, mais on est quand même dans un laboratoire. Et si le robot, ça lui arrive de tomber, c'est pour ça qu'on est prudent. Là, il ne tombe pas, mais s'il tombe, c'est 400 000 € qui tombent. Hein. Donc on fait un petit peu attention. Donc un robot, comment ça marche? Donc si je résume, ça marche comme ça. D'accord? Il calcule en avance et il fait ça. Alors, avec des collègues en neurosciences, on s'est posé la question de savoir si, quand je marche comme ça,
je suis constamment en train de calculer là où je mets les pieds. Ben non. Non. Je ne fais pas d'anticipation. Mais alors, comment ça serait possible d'envisager de ne pas calculer où on met les pieds? Il y a des moments où vous devez faire attention où vous mettez les pieds. Alors là, on n'a pas le temps, mais j'ai des vidéos qui vous le montrent très précisément. C'est-à-dire quand on trébuche, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas regardé où on mettait les pieds. Mais là, je ne vais pas regarder où je mets les pieds, ici, parce que je suis sûr que le sol est meuble. Donc il y a différentes modalités de locomotion. Et une en particulier, les techniques, là, par prédiction et tout, sont très consommatrices en énergie. Et vous pouvez envisager que la marche, c'est une autre technique, c'est quelque chose qui va être un mécanisme réflexe. C'est-à-dire que la marche, c'est une chute perpétuelle que vous récupérez comme ça. Et alors, sur cette base-là, c'est-à-dire quand vous voyez, je suis en déséquilibre, là, je ne calcule pas où je mets les pieds, j'essaye simplement de me récupérer. Est-ce que ça, on peut le faire? Oui, ben voilà ce que ça donne, avec donc des robots qui sont dits des robots passifs. Ce robot-là, alors qui est plus humanoïde, hein, on sent bien qu'on n'en est pas encore là pour appliquer ces techniques-là à des robots corps complets. Hein, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, moi, dans mon laboratoire, c'est de faire vraiment un système comme ça. Eh bien, ce robot-là a parcouru un marathon simplement avec une petite pile, sans pratiquement aucune consommation d'énergie. C'est sur un stade parfaitement plat. Hein. Vous lui mettez une petite boîte d'allumettes, un petit caillou, il se casse la figure. Hein, il se casse la figure. Donc là, son bassin d'attraction, pour le coup, est très très faible et il ne peut pas résister aux perturbations. Donc voilà ce qu'on sait faire avec les robots humanoïdes. Je voudrais simplement conclure avec ce qu'on ne sait pas faire. Alors ce qu'on ne sait pas faire, je voudrais l'illustrer avec ce que j'appelle le syndrome Fukushima, qui est que, vous savez, en mars 2011, la catastrophe de Fukushima, et tout le monde s'est étonné que ce soit des humains qui interviennent pour aller fermer des vannes à l'intérieur d'une centrale nucléaire qui avait été détruite. Et puis, tout le monde s'est retourné vers nous, et en particulier au Japon, bien sûr. Les collègues japonais étaient « Mais qu'est-ce que vous vous foutez ?» Passez-moi l'expression. On ne peut pas encore envoyer des machines là pour faire ça à notre place? Eh bien non. Alors donc ça a été un grand syndrome, et il y a la DARPA, qui est une agence de financement de la recherche là, qui dépend du ministère de la Défense aux États-Unis, a lancé un grand défi, fonctionne souvent comme ça, c'est ce qui a donné la voiture automatique par exemple, hein. C'était le grand challenge il y a quelques années qui a fait progresser la technologie sur les voitures autonomes. Là, le grand challenge, c'était de dire, écoutez, faites ce que vous voulez, vous autres roboticiens, mais moi, ce que je veux, c'est une machine qui soit capable de marcher sur des gravats, de grimper à une échelle, de conduire une voiture, d'ouvrir une porte, de fermer une vanne. Vous prenez les solutions que vous voulez. On ne vous dit pas il faut faire un robot humanoïde, ni rien. Donc il y a eu une trentaine des meilleurs labos parmi le monde, hein, qui ont produit ce type de structure. Et voici un florilège des résultats. Alors, je les assume. Hein. Donc, il y a eu quelques petits succès, mais croyez-moi, il n'y a aucune machine qui a été capable de remporter le défi. Alors, voilà où nous en sommes donc en robotique humanoïde. Alors, il y a des... Alors à chaque fois, comprenez qu'il y a quelques milliers d'euros qui partent. Hein, mais vous avez là vraiment le meilleur de la technologie, hein, en robotique humanoïde. Voilà, bon, donc je vais arrêter là et simplement peut-être... Je vais le laisser... Alors celui-là est très très bien. Là, c'était la crise cardiaque assurée. Voilà, donc il devait conduire une voiture. Donc lui, celui-là, il est parvenu à conduire, mais pas à sortir de la voiture. Voilà, et je voudrais terminer simplement pour évoquer le groupe de recherche dans lequel je travaille. La robotique se fait avec des robots
C'est-à-dire ces robots-là, ça demande de la maintenance, ça demande vraiment une équipe. Et là, c'est l'équipe tout simplement Gepetto dans laquelle je travaille, où vous avez donc des chercheurs et des doctorants là-dessus. Voilà, merci. Merci à vous. Vous pouvez applaudir Jean-Paul Laumon. Alors déjà, merci de nous avoir fait rire et de nous avoir fait réfléchir aussi, parce que on se rend compte... Alors, je me suis fait la réflexion parce qu'au début, vous nous avez montré des... vidéos assez bien léchées, avec des robots qui parvenaient parfaitement à marcher. Vous avez quand même eu l'honnêteté de dire, bon, il y a un petit câble qui le retient, celui-là, parce que si jamais il tombe, ça peut arriver, ça coûte 400 000 €. Donc quand même, vous avez laissé entendre que c'était pas toujours sans erreur. Et à la fin, il y a cette espèce de séquence bêtisier où on les voit qui tombent tous. Et ce dont on se rend compte, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est très loin des images de science-fiction qu'on a tous dans la tête. Parce que quand on n'est pas spécialiste du domaine, on pense que la marche chez le robot, c'est un problème résolu, qu'on y arrive parfaitement et qu'il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Alors qu'en fait, vous n'y êtes pas du tout, finalement. Vous avez besoin d'un sol très plat, la chute est jamais très loin. Comment ça se fait que c'est si difficile? Et est-ce que c'est la bonne méthode de vouloir faire marcher les robots, finalement? Attendez, il y a plusieurs commentaires là-dessus. Qu'on soit très loin de la science-fiction, ça c'était le but de mon exposé. Bon. Hein, vous l'avez compris, c'est-à-dire dire où on en est. Hein. Donc après, un petit détail, quand vous regardez les progrès qu'il y a eu en animation graphique, une des difficultés majeures de Walt Disney, Pixar et tout ça, a été de rendre compte explicitement de la marche, hein, même d'un petit personnage virtuel. Vous regarderez les tout premiers dessins animés qui voulaient faire des rendus réalistes, hein, de la marche. Ben, pour représenter un petit personnage qui marche, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous coupez les jambes et puis vous le faites se déplacer comme ça. Et on n'y voit rien, il suffit de scénariser ça, c'est bluffant. Mais allez... Décomposer la marche et tout, ça on ne sait pas faire. Donc, encore une fois, ce sont des problèmes qui sont extrêmement difficiles. Alors, pourquoi pas mettre des roues? C'est beaucoup plus simple. Hein, c'est beaucoup plus simple. Un robot aspirateur, vous pouvez en acheter chez vous, etc. Ben, pourquoi ne pas mettre des roues? Ben, tout simplement parce qu'avec des roues, je ne sais pas franchir cette petite marche. Je ne sais pas faire, donc trouvez-moi autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des caddies, par exemple, hein, de supermarchés, qui sont vachement astucieux d'ailleurs, qui sont avec 3 roues, hein, 3 petits trous à articuler, puis hop, vous pouvez le tirer comme ça. Bon, on pourrait l'envisager de le commander. Mais globalement, reprenez le cahier des charges qui avait été posé, qui est se déplacer, et je n'ai pas dit marcher, se déplacer sur des gravats, évoluer le long d'une échelle. Il vaut mieux avoir des jambes que des roues. Hein, Alors, il vaut mieux avoir des jambes que des roues. Est-ce qu'il vaut mieux marcher sur 2 pattes que sur 4? Parce que vous avez parlé de la DARPA, hein, notamment, donc pour le dire vite, les militaires américains qui réfléchissent un peu à ce que pourraient être des robots militaires. Est-ce qu'ils envisagent de les mettre sur 2 pieds ou à 4 pattes, leurs robots? Bien sûr, là, maintenant, il faut aller vers les applications réalistes. Si vous faites un robot transporteur de charge, par exemple, dans la même société a fait le Big Dog, qui est très connu, et vient de sortir ce petit animal jaune que vous avez vu, peut-être là, qui ressemble à un quadrupède qui est capable d'ouvrir une porte. C'est absolument fantastique. Ça, c'est le haut de gamme, vraiment, de ce qu'on sait faire. Donc oui, 4 pattes, oui. Mais on est en recherche. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a 2 raisons pour lesquelles on travaille en robotique humanoïde. Donc la première, c'est qu'effectivement, nous avons un environnement qui est taillé à notre mesure. Vous avez des bancs, pourquoi? Parce que vous êtes des bipèdes. Hein, imaginez que vous soyez des quadrupèdes. Hein, imaginez qu'on a une forme de cheval et tout. On n'aurait pas besoin de bancs comme ça. Notre environnement est taillé à notre mesure. Donc si on veut une machine un tant soit peu universelle qui s'adapte à notre environnement, la forme anthropomorphe vient assez rapidement. Argument un petit peu laborieux qui justifie la réponse. Mais il y en a un deuxième. C'est que quand j'étudie la robotique humanoïde, j'étudie l'homme. Oui. Et maintenant, je reviens à la question que je vous posais au départ, c'est comment vous faites? On ne sait pas. Eh bien,
par exemple, parmi les derniers travaux qu'on a publiés, que je peux résumer comme ça, je vous ai donné l'impression que je marche. Quand je fais ça, c'est pas du tout vrai. En fait, je roule. Quand je fais ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce fameux point qui est le centre de gravité. Donc là, on a fait des études en biomécanique, et ça, c'est miraculeux. Hein. En fait, c'est miraculeux. Ce fameux point, son mouvement, vous voyez bien que là, j'ai un centre de gravité, puis le centre de gravité, c'est un point qui est fictif, voilà. Il a une forme, il a une trajectoire dans le plan. Bien, cette trajectoire, c'est une cycloïde, c'est-à-dire c'est un point qui est entraîné par une petite roue qui fait une quinzaine de centimètres de côté, qui roule sur un plan qui est aux alentours de 0,75 m, ça dépend de votre taille, hein, là, et qui est entraîné par ça. Et en fait, vous vous débrouillez pour organiser vos mouvements pour que ce centre de gravité suive cette trajectoire-là. C'est-à-dire qu'on apprend sur l'homme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour notre roboticien sur le fait qu'il ne marche pas mais qu'il roule? Est-ce que vous avez envie de lui poser une ou deux questions? Ni les jeunes, ni les moins jeunes, personne. Ah, là-haut. Ah, pardon. Merci. Est-ce que ce que tu viens de dire, Jean-Paul, sur la cycloïde, sous-entend que l'humain, naturellement, minimise le temps de parcours de ce point dont tu viens de parler? Magnifique. Enfin, on est à ce stade-là, on est dans le pur empirisme. C'est-à-dire qu'on a constaté ça, mais on n'a pas le principe de causalité. L'idée de base, c'est que véritablement, ça suit les travaux qui sont faits en biomécanique, qui se posent la question suivante. Comment se fait-il que le cerveau, alors qu'il a 700 muscles à sa disposition, hein, vous avez 700 muscles, l'espace de votre forme, c'est-à-dire quand je me déforme comme ça, est de dimension 200, mais ce qui active l'espace de cette forme est de 700. Et pour prendre un simple objet, là, je le fais ça tous les jours, il a fallu que j'apprenne ça, est-ce que je coordonne 700 moteurs? Non. Non, il y a ce qu'on appelle des synergies motrices, c'est-à-dire qu'un seul signal du système nerveux va exciter plusieurs muscles à la fois. Et donc ces synergies motrices sont des principes de réduction que l'évolution a mis en place pour simplifier les calculs. Et donc là, ce qu'on suggère avec ce modèle-là, c'est qu'il y aurait un principe... Alors, j'aime bien, je travaille avec Alain Berthoz, qui est un neurophysiologiste là, du Collège de France, qui a introduit le mot simplexifier. Il y a des principes qui vont simplexifier, c'est-à-dire réduire la complexité de l'espace pour faire ça. Alors, on a l'hypothèse, et ça c'est vraiment des travaux qui ont été que publiés en 2017, hein, donc c'est des travaux récents, on constate que ça suit une cycloïde. Maintenant, enfin, plus exactement une troncoïde, c'est-à-dire que le point est à l'intérieur du disque. Maintenant, pourquoi, enfin, quel est le principe de causalité qui amène à ça? On a un certain nombre d'hypothèses, mais voilà, typiquement, ça, c'est une question de chercheur à un chercheur. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est le développement qui peut faire l'objet d'une thèse. Voilà comment on travaille, quoi. Donc, comme on n'a pas le temps tout de suite pour la thèse, il faudra qu'on se revoie. J'ai une dernière petite question ici. Et puis ensuite, on passe au dernier exposé. Alors là, on va aller encore plus loin dans la démonstration. Vous avez marché pour nous, mais on va avoir du jonglage. Restez, il y a encore une question dans la salle. Oui, en fait, ma question rejoignait un peu celle de mon collègue Emmanuel. Donc là, Emmanuel, il a parlé de minimiser le temps ou d'optimiser le temps, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres critères à optimiser et utiliser des techniques de transport optimal ou de choses comme ça? Dans les méthodes très précises que je vous ai montrées, je ne vous ai pas dit qu'on a optimisé quelque chose. Hein. On est déjà très heureux d'avoir fait ça. Alors, oui, mais et ma réponse est, pour l'instant, j'ignore.
Hein, Bon. donc ça pourrait... non, mais pas l'équivalence, là. Ce que j'ai voulu montrer entre les robots passifs et les robots qui sont basés sur de la commande prédictive avec anticipation, c'est clair que les robots passifs sont beaucoup moins consommateurs en énergie, quoi. C'est-à-dire que là, si on prend comme critère la minimisation de l'énergie, ça, il faut faire des robots passifs, il faut faire des robots qui tombent. Il faut faire des robots qui tombent Oui. Et ça, vous y arrivez bien, hein, on a vu. Les robots qui tombent, voilà, vous y et arrivez. qui utilisent tout simplement l'énergie naturelle, qui est l'énergie potentielle. Allez, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous écouter. Jean-Paul Aumont.